Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda, elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes des roses, dirent les roses. « Ah » fit le petit prince, et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était 5000, toutes semblables dans un seul jardin. Je vous parle encore. Je ne le savais pas moi non plus ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre conférence de clôture. Comme invité, nous avons le plaisir de recevoir François Lavallée. Conteur renommé dans toute la francophonie, François Lavallée a eu l'honneur de donner des spectacles un peu partout dans le monde, depuis la France et la Belgique, jusqu'à l'île de la Réunion, au Niger et même au Nunavik. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages de fiction, dont Le Recycleur de talent, 2 recueils de nouvelles et tout dernièrement son premier roman, L'Homme qui fuyait, publié chez Guy Saint-Jean, éditeur. M. Lavallée a aussi fondé l'École de traduction magistrade et occupe actuellement le poste de vice-président à la formation et à la qualité chez Edgar, un cabinet de traduction de Québec. Biologiste de formation, François Lavallée s'est aussi fait connaître comme formativateur et conférencier sur des sujets comme l'équilibre travail-famille, la gestion du temps et ce qu'il appelle la biologie organisationnelle. Pour la petite histoire, notons que François Lavallée a déjà été animateur d'une émission heavy metal à la radio, qu'il ne déteste pas faire des grimaces dans le dos des gens lorsqu'il les suit dans un corridor, et qu'il s'est déjà baigné tout nu avec Antonine Maillet. Sans plus tarder, accueillons chaleureusement François Lavallée. Bon. Moi, ma passion, c'est les mots. En 1911 était publié un petit livre qui s'appelait « Les principes scientifiques de la gestion ». Son auteur bien connu, Frédéric Taylor, a inventé le taylorisme. Et moi, M. Taylor, je me réveillais la nuit pour le détester. Pourtant, je crois que nos entreprises sont remplies de potentiel de gens brillants. Moi, c'est Lavallée de mon père, de mon grand-père Yvon Lavallée qui sont mal gérés. ma grand-mère. Je pense qu'il suffit d'un souffle. Et il y a même des mots qui pour que nos entreprises éclosent. Et pour vous dire quelque chose d'assez fascinant. Pensez par exemple. Permis qu'avait loué une terre un propriétaire. Mot que j'aime bien en particulier, le mot François. Son propriétaire, par exemple. C'est un mot qui nous réunit ici. Et puis j'aime beaucoup le mot François parce que l'origine de François, vous savez, ça vient. En fait, c'est la même famille que le mot français. C'est un mot qui se prononçait à l'origine François. Et qui voulait dire à la fois français, la langue, français, la nationalité et aussi le prénom François. Est-ce que vous savez d'où vient le mot François, François? Pourquoi est-ce que les Français s'appellent aujourd'hui Français, qui est devenu François? Vous savez, c'est parce que après les Romains, en Gaule, la France d'aujourd'hui, ce sont une peuplade germanique qui a occupé le territoire, qui s'appelait les Francs. Des Franken, c'était des Germaniques. On les appelait des Franken, ça veut dire les hommes libres. D'ailleurs, le mot Franken, franc, ça signifie aussi libre, c'est la même famille que le mot free en anglais. Alors, je trouve ça assez fascinant de me dire que je porte un nom qui dit que je suis un homme libre. En même temps, je suis avec 2 autres personnes qui ont le même nom que moi. C'est un petit peu comme si je me démultipliais en 3 puis il reste juste un tiers de moi-même. C'est pas très agréable. On vous a annoncé un spectacle de François Lavallée. Normalement, c'est juste moi, le François Lavallée, dans les congrès de traducteurs. Là, je suis obligé de partager ma place. On y est 3, mais c'est comme s'il y avait une entité de François Lavallée. C'est comme s'il faudrait qu'on vous présente ici en avant une entité hybride ou tribride, je ne sais pas trop, où il y aura un petit morceau de François, un petit morceau de François Conteur, un petit morceau de moi. Ça risque de faire une espèce de monstre, un petit peu comme avait fait le docteur Frankenstein. Excuse. Oui. Parce que ça me met un peu mal à l'aise. Je comprends, 3 François, morceau, mais Frankenstein... il n'y avait pas mis un cerveau de tueur dans son bonhomme? Coudonc, François, qu'est-ce que tu fais là sur le mur?
Je décide une boîte. C'est comme ça que je me sens présentement. Tu te sens comme une boîte. Ouais. Tout ça à cause de mon nom. Ah, mais parlons-en de ce nom-là. Moi, étant François Lavallée et étant en affaires depuis plusieurs années, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir si je me retrouvais moi-même. Et puis, à chaque fois que j'ai fait des recherches, bien, je voyais ton site web, puis ta photo. T'as gagné des contrats à cause de ça? Non, oui, en fait, quand les partenaires viennent me voir ou les collègues, ils m'arrivent des fois et ils me disent « Tiens, je t'ai reconnu que j'avais une photo. Guess what? C'est ta photo qui me montrait. » Non, mais c'est parce que c'est même pas... Je vais vous montrer. Je veux dire, c'est même pas drôle, là. Non, mais c'est vraiment pas drôle, là. Alors, moi, la première fois que j'ai appris qu'il y avait un autre François Lavallée qui existait, c'est parce que je recevais des courriels d'invitation à participer à des festivals de contes. En Bretagne, en Normandie. Toutes dépenses payées. La troisième fois, je vais y aller. Je suis pas pire qu'un autre. Depuis ce temps-là, François, j'ai jamais reçu de téléphone de Normandie. Moi, c'est arrivé une fois à Radio du Bas-Saint-Laurent, Radio-Canada. Je partais en tournée dans le Bas-Saint-Laurent. Puis l'animatrice m'appelle, j'étais à Montréal, puis par téléphone. Fait qu'elle me présente le long CV. On sentait que la recherchiste avait fait un beau travail de fond. Elle était allée chercher. Puis c'était long, 45 secondes de présentation, surtout quand c'est pas ton CV qui est en train de présenter. Mais c'était le tien. Puis quelque chose de même, c'est arrivé aussi au mois d'avril. On s'était Skypé cette fois-là parce qu'on travaillait ensemble par Skype. Puis on s'était retrouvés à Montjoly, au Château Landry. J'étais avec Michel Faubert. Puis la librairie là-bas, indépendante, pendant le festival en littérature, avait organisé une table avec nos livres. Puis Michel est venu voir le spectacle le lendemain au petit déjeuner. Il dit « Hey François, le livre que j'ai acheté hier, là, c'est pas mal, mais... » C'est toi qui as écrit ça, tu sais, il me semble que c'est un style différent de ce que tu fais d'habitude, mais en même temps, c'est bon, tu sais. J'ai dit non, c'est parce que c'est pas moi, c'est François qui a écrit ça. C'est l'autre. Checkez l'autre, là. Checkez-les. Non, mais franchement, là. Non, mais il y a... Beau bonhomme. Il y a les mêmes aspects... Oui, non, c'est quand même, c'est beau bonhomme, là, j'avoue. Mais il y a les mêmes gros sourcils que moi, les mêmes cheveux gris. Tu as des lunettes carrées là-dessus. Moi, j'en avais des rondes à l'époque, mais le pire... Non, mais regarde, donne des cours, il me ressemble. C'est sûr, il y a quand même d'ouvrages à faire pour m'atteindre. Là, non, mais effectivement. Ça, c'est l'autre, lui, facile à reconnaître. Là. Ça, c'est pas drôle. Non, mais ça, c'est pas drôle. C'est deux gars qui se rencontrent, qui s'appellent pareil. Je dis à ma blonde, je dis, mais quand même, regarde ça. Avoue qu'il me ressemble. Mais elle dit, tu te ressembles pas pantoute, il y a une barbe puis des cheveux roux. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est pas moi qui est à côté. Ah, j'avais pas mes lunettes. C'est sûr. C'est sûr. Non, c'est un problème, ces histoires de noms-là. La première fois que j'ai connu l'existence de François Lavallée, biologiste, effectivement, on se ressemble physiquement, comme vous savez. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, François, va sur YouTube, tape François Lavallée. » J'ai dit « Je suis pas là sur YouTube. » Il dit « Va voir. » Je tape YouTube, je vois cette face-là. J'avais l'impression d'être devant un miroir. J'ai eu une espèce de vertige. Ça appelé comme ça. C'est un formateur en plus. Il porte mon nom en plus. C'est assez hallucinant. Puis depuis qu'on se rencontre depuis 3-4 mois pour préparer le spectacle, il y a quelques anecdotes qui se sont passées aussi. On arrive vendredi dernier. On s'était donné rendez-vous à Trois-Rivières pour pratiquer un peu puis se réunir en personne parce que les deux autres sont loin, sont à Montréal. Moi, je suis pas loin, je suis à Québec. Et puis, la femme qui nous reçoit, je suis arrivé en premier. Elle dit, si je comprends bien, elle dit, il va y avoir deux autres François Lavallée qui vont venir. J'ai dit, oui. Elle dit, est-ce que les deux autres sont aussi beaux que vous? J'ai dit, il y en a un, oui. OK, de qui tu parlais, là? Bon, quand même. Fait que, bref, on a le même nom, puis on était bien fiers d'être devant vous pour vous dire ça. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Ça finissait à quelle heure? Ils ont dit... 2h30 qu'ils ont dit? Oh! Ben là... Ben, en tout cas, c'était drôle. C'est fun, on a le même nom. Oui, non, c'est... Moi, je pense que je vais m'asseoir moi aussi. Je commence à avoir les jambes molles. C'est quelqu'un que... Ouais, t'es conteur. Ouais, t'es conteur, toi? Conte donc une histoire. Raconte-leur une histoire. Ça vient tout seul, j'imagine? Je suis quand même un professionnel de l'oralité, là. Et... Un professionnel de l'oralité? Oui, je suis pas un conteur agréé, là, mais pas loin. Puis écoutez... Non, mais t'es quand même pas allé à l'école pour apprendre à compter. Non, mais on raconte pas n'importe quoi, n'importe quand. Aussi, tu sais, être professionnel, pour moi, là, dans mon travail, c'est de choisir la bonne histoire au bon moment.
Puis je raconte pas, c'est dur de même. Le moment est bon. Ah, mais là, il faut que je choisisse laquelle que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Ben, conte une histoire, n'importe quelle histoire. Oui, parce que là, ça commence à être long. Professionnel de l'oralité. Moi, je m'essayerais à ta place. Là, vous devez vous demander, je suis à l'université pour ça, hein? Je commence à même pas me le demander, là. C'est toi ça, François? Professionnel de l'oralité. Ah oui? C'est toi ça? Ah, je dirais aussi, mettons, conteur. Ah, c'est mon métier à moi. Le métier de conteur, c'est le 2e plus vieux métier du monde. As-tu essayé le premier? J'ai jamais essayé celle-là. Puis quand je vous dis que c'est un des plus vieux métiers du monde, déjà, je suis pas en train de vous raconter des histoires parce que, les gars, depuis la nuit des temps, depuis les 1001 nuits, partout à travers le monde, les gens, ils se racontent des histoires. Avant même qu'on écrive des livres, avant l'écrit, les gens prenaient la parole puis racontaient. Puis tout ça, ça a commencé quelque part dans le berceau de l'humanité, en Afrique, parce que il y avait là-bas autrefois le griot. Le griot, c'est en Afrique celui qui racontait les histoires. Le griot connaissait les histoires de chacune des personnes du village, de chaque famille. Quand il y avait une naissance, une mortalité, un mariage, on invitait le griot, puis c'est lui qui racontait. On l'invite encore aujourd'hui. Et il y a une couple d'années, j'ai eu la chance de me retrouver dans un pays d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Niger, dans le Sahara, puis je me suis retrouvé un soir avec un griot puis des Touaregs. Il y avait un dromadaire qui roupillait en arrière, puis à un moment donné, le griot m'a raconté quelque chose de super beau. Il m'a dit que quand un enfant naît dans un clan Touareg, on invite toujours le griot qui prend le bébé dans ses mains, approche le nourrisson de sa bouche, puis va lui déposer dans le creux de son oreille une histoire. Puis quand l'enfant a 7 ans, on réinvite le griot qui raconte la même histoire, puis tout au long de sa vie. C'est beau, ça, hein? On appelle ça la tradition orale, le bouche à oreille. Eh bien, en Afrique, c'est le griot qui raconte les histoires. Et si on continue, et on se rapproche en Europe, en Belgique, en France, au Portugal, en Suisse, en Italie, il y avait les troubadours qui racontaient les contes. Les troubadours arrivaient sur la place publique avec des instruments, les gens s'approchaient, puis le troubadour se penchait, prenait un petit bout de bois par terre, puis disait « Ceci n'est pas une branche, c'est une épée de chevalier. » Puis hop, il se mettait à raconter. Les grands poèmes d'amour, les grandes épopées. C'est le troubadour à l'époque des chevaliers puis des princesses qui racontait les histoires. C'est lui qui racontait les contes. Si on continue puis qu'on se rapproche plus près de nous au Québec, il y avait aussi un merveilleux personnage qui se promenait de porte en porte, de village en village, qu'on appelait le quêteux. Puis quand le quêteux arrivait à la porte des gens, il demandait « La charité pour l'amour du bon Dieu! » Puis en échange d'un bout de pain sec, d'un endroit où dormir, eh bien, le quêteux racontait les nouvelles qu'il avait ramassées sur son chemin. Puis si jamais tu osais refuser le quêteux à ta porte, puis que tu ne le laissais pas entrer chez vous pour partager un bon repas, il paraît qu'il pouvait te lancer un mauvais sort, une malice. Imaginez-vous donc que c'est de même que des femmes qui se sont retrouvées avec des espèces de grosses barbes frisées, ça c'est pas trop commode, puis des hommes avec des oreilles de cheval sur la tête, parce qu'ils avaient osé refuser le quêteux à leur porte. Bon, ça, c'est ce qu'on racontait. Et les gens venaient s'asseoir autour du quêteux, puis c'était pas juste les enfants, c'était aussi les grands. On y mettait une grosse bûche dans la bouche, puis à coup de flamèche, ils se mettaient à faire rêver les gens. Avec ces histoires de loups-garous, de bêtes à grand queue, de canaux volants, de diables, de violons magiques, de princesses avec garage d'eau, babri tempo, de sorcières avec des dons maléfiques. Après le souper, le quêteux devenait un peu le téléroman. Aujourd'hui, c'est la Fabienne qui nous fait rêver le soir. Mais à l'époque, c'était le quêteux. Comme quoi que les temps n'ont pas trop changé. Le téléjournal à 6 heures, puis les téléromans de fin de soirée. Quand c'est pas la voix puis la soirée du hockey. Allez, on dit que c'est par la bouche des griots, des troubadours puis des quêteux du monde entier que les contes, les légendes, les récits, les mythes ont voyagé. Et moi, j'ai commencé à compter au bord du feu de camp d'un camp de vacances, puis c'est les adolescents qui m'ont fait un jour le merveilleux cadeau de me nommer conteur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Dans un des derniers lieux de tradition orale où on se raconte encore de l'imaginaire au Québec, au bord du feu de camp, d'un camp de vacances. Fait que c'est comme ça. En réalité, je comprends, mais camp de vacances, au niveau de la moralité, c'est peut-être autre chose. On comprend pas. C'est correct. Fait que t'es content. Et toi, es-tu à l'université pour faire ça, la traduction? Oh, l'université, c'est pas bien nécessaire pour être traducteur. Ben non. Alors, non seulement je suis allé à l'université 3 ans, mais j'ai en plus 30 ans d'expérience, puis je ne suis pas encore tout à fait le traducteur que je voudrais être. Mais être traducteur, c'est d'abord pour moi avoir la passion des mots.
Avoir la passion des mots, ça remonte à bien avant l'université, ça remonte à quand j'étais tout petit. J'étais tout petit, je ne savais même pas encore lire, j'avais déjà la passion des mots. Mon frère avait 2 ans plus que moi. Il rentrait donc à l'école 2 années avant moi. Et je le voyais venir de l'école avec des petits cartons. Avec des cartons qui avaient des syllabes dessus pour apprendre à lire. Puis les lettres me fascinaient. Un beau bas, un beau be. Puis je me demandais comment interpréter ces signaux-là, ces signes-là. Puis je disais à ma mère, j'aimerais ça que tu m'apprennes à lire. Ma mère, elle disait, c'est pas le temps encore. Elle ne voulait pas que j'apprenne à lire avant d'arriver à l'école. Je l'ai tellement harcelé parce que ces mots-là, en fait, ces signes-là qui étaient des lettres, me fascinaient. Puis finalement, j'ai tellement harcelé qu'elle a fini par m'apprendre à lire tranquillement. Puis là, je lui ai dit, apprends-moi à faire des mots cachés. Parce qu'il y a plein de lettres sur une grille. Elle a dit, tu ne seras jamais capable parce qu'elles sont en majuscule dans la grille, sont en minuscule en bas. Maman. Je m'appelle François Levalet. OK? Fait que je me suis mis aussi à apprendre à faire des mots cachés. Puis quand je suis arrivé en première année, bien, je savais déjà lire. Puis je lisais tout ce qui bougeait. Je lisais tout ce que la bouteille de ketchup, tout ce que je pouvais lire, je le lisais aussi. Et c'est comme ça que mon goût pour la langue s'est développé, bien avant mon goût pour les langues. Et finalement, quand il est venu le temps de me choisir un métier, bien, j'ai choisi le métier de traducteur parce que allemand, c'est pas un bon métier. Espagnol non plus, mais traducteur, c'est un métier qui existe. Puis traducteur, c'est d'abord pour moi aimer les mots. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Biologiste, moléculaire, organisationnel. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En fait, c'est une question que je me suis moi-même posée. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant une maîtrise en biologie moléculaire. Pendant 3 ans, j'ai étudié la structure de l'ADN d'une protéine qui fait uriner des rats. Oui, attends un peu là. Pour faire une maîtrise en sciences, tu n'as pas besoin d'un sujet intelligent, tu as juste besoin d'un sujet. Mais au-delà de tout ça, ça a été bon parce que ça m'a fait comprendre ma première grande leçon d'existence. C'est que dans la vie, il faut être fluide. Et bizarrement, j'ai commencé à travailler dans une compagnie qui faisait des analyses génétiques de levure de vin, qui avait comme une tendance. Après 3 ans là-bas, j'ai travaillé à l'Université de Montréal comme assistant de recherche. Et université étant université, il y a des subventions qui sont à l'occasion coupées. Et j'ai fait l'expérience du chômage pendant un été. J'ai compris que malgré ma grande fluidité, j'avais besoin de liquidité. J'ai ensuite commencé à travailler comme superviseur de production dans l'industrie pharmaceutique au département des produits hospitaliers liquides. Et à un moment donné, j'ai bifurqué vers la formation, puis c'est là que j'ai subi ma vraie première grande mutation. Bon, continue. C'est subtil quand même comme déplacement. Mais c'est bon. Ça va vous permettre de vous élever, les gars. Oui, et en fait, ma première grande mutation, ça a été de devenir formateur dans l'industrie pharmaceutique. Et là, j'ai réalisé plusieurs autres leçons. La première, c'est que quand on est formateur, il ne faut jamais prendre pour acquis que la gang en face de nous, elle ne connaît rien sur le sujet qu'on va traiter. La deuxième grande leçon, c'est jamais assumer que la gang en face de nous, fussent-ils des formateurs, des traducteurs, des spécialistes, experts, qui connaissent tout sur le sujet. La troisième grande leçon, c'est une leçon d'humilité. C'est jamais penser que moi, parce que je suis en avant, je connais tout. Puis la quatrième grande leçon, puis j'espère que tout le monde va en bénéficier aujourd'hui, c'est qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Puis en 2005, j'ai décidé que ça faisait assez longtemps que j'étais dans le pharmaceutique, ça faisait presque 10 ans. J'avais atteint un certain niveau d'accomplissement personnel. Puis je regardais les projets qui s'en venaient, puis je me disais, c'est pas pour moi. Fait que je suis parti à mon compte. Puis ça m'a pris 8 ans à mon compte comme formateur, ou ce que j'aimais appeler un formativateur, un formateur motivant. Ça m'a pris 8 ans pour comprendre que j'étais plus que juste un formateur. Puis là, j'ai inventé le mot biologie organisationnelle. Dans le fond, c'est quoi la biologie organisationnelle? C'est l'étude de la vie dans les organisations. Et là, j'ai commencé à faire des parallèles entre ce que je voyais dans ces espèces de rats dont la tête était coupée chaque matin et ce qui se passait dans les organisations. Oui, des fois, on a l'impression d'être un rat à la tête coupée, mais au-delà de ça, c'est que dans une cellule normale, il y a des interactions entre les molécules qui fait qu'à un moment donné, poup, la cellule est en santé puis elle fait les bonnes affaires. Dans une organisation normale, bien, il y a des molécules qu'on appelle des employés qui doivent interagir pour créer un produit, un résultat. Puis autant de cellules malades fait qu'à un moment donné, ça ne bouge plus, puis ça se nécrose, puis ça meurt.
Une organisation malade, c'est des gens qui ne se parlent plus. C'est des gens qui n'ont plus rien à se dire, qui ne s'aident plus. Donc moi, j'ai appelé ça la biologie organisationnelle. Ça a de l'allure. Je ne sais pas comment j'appellerais ça en anglais, mais ça a de l'allure. J'ai de la misère à le dire en anglais. Je me mélange. Quand je commence à le dire, je le dis d'autres façons, mais bon. De toute façon, moi, je ne traduis pas vers l'anglais. Ça, il va falloir que tu m'expliques ça à un moment donné, parce que... Ça va venir un jour. Ouais. Mais j'écoutais tantôt l'introduction, j'étais un petit peu mélangé d'ailleurs. Tu as écrit des romans, donc tu racontes des histoires toi aussi? Ben, conter des histoires, c'est pas difficile, je l'ai dit tantôt, là. C'est parce que je l'écoutais parler, il parle pas vraiment comme toi. Tu veux t'essayer? Conter l'histoire? Ben, sans problème. T'as-tu ton kit? Pas besoin de kit. Il me l'a dit, c'est une chaise, ça prend. Ah ouais, on t'écoute. On l'écoute. Écoutons-le. Je vais vous raconter l'histoire de la fois que le mot « impacté » est rentré dans le bureau chez nous, chez Edgar. Il y a un traducteur qui arrive. « Hey, la gang, regardez ce que je viens de trouver. » Il pognait le mot « impacté » vers le point du « i ». Le mot « impacté » dans un bureau de traducteur, toi. Le monde faisait ça. « Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu as ramassé ça? » Le monde se lève, les couteaux commençaient à sortir. Hey, là, j'ai dit, ça commence à être dangereux. J'ai pogné le mot par la patte du M. J'ai rentré dans mon bureau, j'ai fermé le bureau. Moi, chez nous, où je travaille chez Edgar, j'ai un bureau fermé. J'ai une fenêtre vers l'intérieur, une fenêtre qui donne sur la salle commune où les autres traducteurs sont. J'ai une autre fenêtre en arrière qui donne sur une cour de récréation, une cour d'école. Le mot impacté était là, puis il était tout tremblant. Puis il se cachait plus bas que la fenêtre pour pas que les gens puissent le voir. Les gens essayaient de voir que j'avais rentré dans mon bureau, puis comment ça fait que j'allais ça dans mon bureau, puis c'est pas normal d'un bureau de traducteur. Mais oui, non. Puis il tenait un papier dans sa main. Il était là avec son petit papier. J'ai dit, c'est quoi que tu as dans la main? Ben, il me tend son papier. Je regarde ça. C'était son acte de naturalisation. Avec le sceau du petit Robert. C'était marqué « Non impacté, verbe ». Avoir un impact, une incidence sûre. C'était là, c'était dans le petit Robert. Il y avait un visa aussi avec, délivré par le petit Larousse. Non impacté, verbe. Familier. Avoir un impact, une incidence généralement négatif sûre. Il me regarde. Il dit, sont en règle mes papiers? Ben, j'ai dit oui, ils sont en règle. Moi, je suis un engagé professionnel. Quand le petit Robert me dit qu'un mot existe, ça veut dire qu'il existe. Je ne peux pas dire le contraire. Dans le Larousse Bob a aussi. toujours raison. Il dit, pourtant, personne ne veut de moi. Puis là, moi, j'avais déjà traduit un manuel de counseling. Puis il disait là-dedans, quand quelqu'un vient prendre conseil puis qu'il dit quelque chose d'absolu, tu sais, genre toujours, jamais, je serai jamais capable, etc. Je lui retourne ça comme un miroir. Puis des fois, il se passe des affaires. Fait qu'il me dit ça, personne ne veut de moi. Ben, j'ai dit, personne? Merci. Puis là, tout d'un coup, son visage s'est éclairé. Il dit, monsieur Lavallée, il faut que je vous avoue. Il dit, en France, je fais fureur. Dans les milieux administratifs, au gouvernement, chez les journalistes, chez les politiciens, on se m'arrache. Il dit, après tout, c'est pas pour rien, je me suis rendu jusqu'au petit Robert. C'est pas rien se rendre jusqu'au petit Robert pour un mot. Je me dis, c'est vrai, pour un mot, se rendre jusqu'au petit Robert. C'est comme pour un réalisateur avoir un Oscar ou un journaliste avoir un prix Pulitzer. C'est pas rien. Il dit, pourtant, personne ne veut de moi. Ben, j'ai dit que je savais plus quoi dire. Fait que je me suis décidé de regarder sur ma feuille. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça que personne ne veut de vous? Là, je voyais ça pendant ce temps-là, ça tirait des tomates sur ma porte. Les traducteurs ne savaient toujours pas pourquoi j'accordais asile au mot « impacté ». Ben, il commence à me raconter que, comme toute grande vedette, il s'était googlé le mot « impacté ». Puis il a entendu des choses, il a vu des choses pas très gentilles sur lui dans des forums de traducteurs. Il commence à chercher. Impacté, authentique ce que je vous dis là. C'est encore un de ces néologismes qui ne veulent rien dire. C'est pas gentil pour le mot impacté, ça. Je regarde un autre sur Word, c'était sur le site, c'est un site de Langagier. Google Vous pouvez Translate. jeter le petit Robert à la poubelle. Le verbe impacter n'apparaît ni dans TLFI, ni dans le dictionnaire de l'Académie française. Ah ben là, c'est pas dans le dictionnaire de l'Académie.
Ben, j'ai dit, écoute, t'es encore jeune, on ne sait jamais, tu peux. Paris ne s'est pas bâti en un jour, tout ça. J'avais comme des lieux communs. Non, il dit, vous comprenez pas, il dit, c'est une tare congénitale. Il dit, même mon grand-père n'est pas accepté. Dans la famille, il n'y a personne qui est accepté. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ton grand-père? Son frère, je le savais qu'il n'était pas accepté. Hein, le mot impact. L'utilisez-vous, vous autres, le mot impact? Ouais, OK, je sais, dans le domaine de l'environnement. Moi, je ne l'utilise jamais. J'ai été formé à ne jamais l'utiliser. Je ne l'utilise pas. OK? Je trouve que incidence, effet, répercussion, conséquence, tout ça, c'est des synonymes parfaits. Pas besoin du mot impact. Mais son grand-père, c'est le verbe anglais « to impact ». Bien, imaginez-vous donc si on Google to impact sur le forum de Warrior France, parce que les anglophones aussi critiquent leurs propres mots. To impact, I was warned away from using it as a verb years ago and still have an aversion to it. Hey, ça regardait mal. Pendant qu'il me parle, je commence à regarder l'arbre généalogique du mot impacté. Je vous disais tantôt que j'aimais l'étymologie. Impacté vient du latin pangere, dont le participe passé était pactus. Et de ce mot-là, il y a plein de mots qui ont dérivé en français, dont le mot païen. Ça va mal à la chope encore une fois. Là, je ne savais plus trop quoi dire. Je vais regarder sur ma feuille. Il n'est pas pire quand même, je trouve qu'il n'est pas pire. Il était tout penaud, il disait, ben, pourtant, je n'ai pas demandé à venir au monde, moi. Ben, j'ai dit, c'est vrai, mais après tout, il y a des gens qui l'utilisent, ce mot-là. C'est parce qu'il doit y avoir des gens qui le trouvent utile. Il était tout petit, il avait faim. Je commence à le regarder. Je dois dire qu'il n'était pas très beau. Tu sais, un C avec un T, ça ne colle pas. Puis il y avait le ER qui avait été comme greffé à côté. Ça ne marchait pas. C'était comme si c'était une sorte de greffe faite par un chirurgien de New Delhi ou quelque chose comme ça. Là. Ça n'avait pas l'air très fiable. Je ne sais pas s'il y a des Indiens dans la salle. Je pouvais pas, il avait faim, mais j'avoue que je ne pouvais pas lui donner à manger. Mais je ne pouvais pas non plus le livrer à la vindicte populaire. Pendant ce temps-là, tout le monde m'écrivait des courriels. Qu'est-ce que tu fais avec le mot impacté? Les clients n'aimeront pas ça. Fait que j'ai décidé que finalement, je ne donnerais pas à manger, mais que j'ai ouvert ma fenêtre en arrière, la fenêtre qui donne sur la cour d'école. J'ai laissé s'envoler. J'ai toutes les bonnes chances. Ouais. Puis, oh, bon, pas pire pour un traducteur. Ben écoute, gars François, on va... Je ne prendrai pas trop de temps, là, mais je rencontre des classes... OK, c'était pas parfait, ce que tu étais en train de me dire. Ça va être bon. Ben c'est sûr que, tu sais, il faudrait travailler un petit peu. Mettons qu'on se fait un petit essai juste pour... tu vois, déjà, moi, ce qui m'impressionne quand on arrive... Tu vois, ici, j'ai marqué « présence ». Tu vois? Ouais. Présence, c'est dur à expliquer de toute façon. Hein. Ouais. C'est dur, c'est quelque chose de dur, de difficile à comprendre. Éteins ici, François. Oui. Tu vois, là, ici, là, la chaise. Vous voyez la chaise qui est là? Ouais. Quand on entre quelque part sur une scène, par exemple, comme ici, puis qu'on voit une chaise, si on la regarde, si tu regardes la chaise vraiment, François, là, je suis dans votre champ de vision, excusez. Ouais. Ah, il y en a un autre, là. Oui, regarde, mais juste celle-là, on focus sur celle-là. Ouais. Vous ne trouvez pas qu'elle est déjà en train de raconter quelque chose, cette chaise-là? C'est une chaise d'université. Imaginez le nombre de conférenciers internationaux qui sont allés s'asseoir sur cette chaise-là. Ouais. Faites juste regarder comme ça. La chaise a déjà une présence, la scène a déjà une présence. Sans qu'ils se disent quoi que ce soit, il y a déjà quelque chose qui existe. François, est-ce que tu pourrais aller t'asseoir sur la chaise? Seulement. Et exister. Faut que tu sois dans ta présence, François. Il faut que j'existe? Oui, il faut que tu existes. Il faut que tu sois dans ta présence. Présence. Concentre-toi. Oui, c'est bon. Non, OK. Recommence, François. OK. Tu viens t'asseoir et tu nous observes tranquillement. Tu prends le temps d'entrer en contact visuel avec nous. Je vous observe tranquillement. Okay? Oui. Observe-nous tranquillement. Prends tout le temps qu'il faut pour nous observer, pour nous sentir. Viens établir le contact visuel en premier. C'est bon. Ah, mais arrête de niaiser un peu plus vite quand même. Tu peux t'asseoir. Ah, et là, silence. Tu regardes. Qu'est-ce que tu t'en viens raconter comme histoire? Comment commence ton histoire? Réfléchis à ça. Tu viens nous chercher et nous amener avec toi dans l'histoire. La présence. Pour moi, la présence, c'est super important. Mais on pourrait travailler, on pourrait passer du temps et des heures avec ça. Après ça, il y a la voix. La voix, c'est l'outil du conteur. Hein? C'est ce qui se rend jusqu'à l'oreille des gens. La voix qu'on a. La voix, on vient pousser la voix. Puis des fois, on dit souvent à l'école, on disait « Parle plus fort, j'entends pas ». Ça ne veut pas dire crier, parler plus fort. Ça veut dire aller porter la voix. Comme s'il y avait des petits papillons. Je suis pas sûr, je comprends, là. Tais-toi et chuchote. Je t'envoyais des...
des papillons jusqu'à tes oreilles. C'est ça. Portez la voix. Allez rejoindre la dernière personne à l'arrière qui est là pour aller. Puis la voix, c'est comme un instrument de musique. Hein? Tu sais, c'est comme la voix d'un chanteur. On peut parler très bas de même. On peut parler plus fort. On peut prendre la voix des personnages. Madame, voulez-vous danser? Ou comme dans une de mes histoires, le fermier. Oh, écoute, on pourrait peut-être aller au restaurant, prendre la vache, puis aller. La voix, on peut s'amuser avec la voix. C'est quasiment comme une voix de chanteur. Tu sais, des fois, la voix aussi, c'est pas la voix qu'on entend. On a l'impression que les gens n'entendent pas la voix que nous, on entend. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'enregistrer votre voix puis de vous écouter sur un répondeur. Ou quand que j'étais enfant, on avait une enregistreuse avec mes frères à cassette. Là, on s'enregistrait, on se faisait des sketchs, puis après, on s'écoutait. Puis là, on se disait, Yark, c'est pas ma voix, ça. Ben oui, c'est ma voix, mais c'est la voix que les autres entendent. Faites juste un petit test pour la voix. Bouchez-vous l'oreille comme ça avec votre doigt. Et parlez-vous. Chacun comme ça, parlez-vous. Racontez-vous. Racontez une partie du congrès, comme si ce soir à la maison, en arrivant, votre conjoint, vous racontez ce que vous avez fait en fin de semaine. Parlez-vous. Parlez-vous. Et la voix que vous entendez, mais c'est la voix que les autres entendent quand vous parlez. Et la voix, pour moi, c'est super important pour aller. Après ça, François, mais il y a le geste. Le geste peut être tout petit, mais le geste peut être très, très grand aussi en racontant. J'aimerais ça que tu me commences ton histoire, cette fois-là, uniquement avec les gestes. Que tu te lèves, que tu regardes les gens, puis que tu racontes uniquement avec les gestes la même histoire que tu nous as racontée sur le mot impacté. Tu veux dire que je dis pas un mot? Tu dis pas un mot, juste avec tes gestes. Vas-y, François, je te regarde. Non, je ne suis jamais capable. Vas-y, essaye tranquillement. Présence, installe-toi. Vas-y. Présence. OK. Sans faire de sketch, François, viens ici avec moi. Juste en avant, c'est vraiment exigeant, mais regarde, juste ici, juste comme ça, avec le moins de gestes possible, et raconte-nous. Raconte-nous ton histoire. Vas-y. Sans dire un mot. Vas-y, adresse-toi au public. Je pense que je suis plus traducteur. OK, ben tu vois, OK. Le geste peut être là aussi, dans la façon, ça raconte quelque chose, c'est une façon d'interpréter et de traduire une émotion aussi dans le geste, dans la voix. Puis il y a aussi le silence. Le silence, c'est hyper important. Ah, ça, je suis capable. Oui, le silence, c'est hyper important parce que c'est là que les gens fabriquent dans leur tête les images. Tu sais, si je te dis, mettons, la petite fille descend l'escalier de la cave, et au bout de la cave, trop long le silence, l'histoire elle tombe par terre. Mais si je fais ça comme ça, la petite fille descend l'escalier de la cave, et au bout de la cave, la machine à laver, trop tard. Trop vite, l'histoire n'a pas le temps de s'installer. Le silence, c'est quelque chose qu'on écoute en dedans, puis qui fait qu'on est en équilibre puis en justesse avec ce qui est en train de se passer. Ça va être un peu comme ça en traduction. Non, quand on lit un texte, puis qu'on essaie de trouver les mots puis de s'organiser. Les silences en traduction, moi je dirais c'est un peu comme un espace insécable. Ah, c'est beau, ça. C'est vrai que c'est beau. Ouais, fait que tu vois, pour moi, raconter, c'est un peu tout ça. On pourrait passer beaucoup de temps, mais c'est un peu tout ça. Ouais, c'est plus difficile que je pensais. Oui, puis justement, je trouve que là, on vient de comprendre à quel point c'est peut-être difficile, mais je pense que les efforts de François, ça veut rien dire, ça. Les efforts du traducteur méritent un applaudissement. Ah, merci. Merci beaucoup. Là, je parlais d'applaudissements quand même sentis. On va juste clarifier ce qu'on entend par applaudissement. Là. Je pense qu'il y en a qui sont un petit peu confus. Il y a 3 types d'applaudissements. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'applaudissement poli. Alors, je vais vous demander d'essayer de le faire. Ça nécessite une torsion du coude. OK, il faut faire ça comme ça. Donc, allez-y doucement, tout le monde. Je vous regarde, là. Oh, il y en a quelques-uns qui ne le font pas, là. Madame, je ne vous vois pas le faire. Ah, OK, c'est en dessous de la couverte. Ouh, OK. Alors ça, c'est très, très bien comme applaudissement poli. On ne sent aucune sincérité. C'est l'applaudissement poli par excellence. L'autre applaudissement qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'applaudissement nourri. Puis ça, c'est pas mal comme... Vous l'aviez quasiment. Un peu d'enthousiasme, c'est correct. Mais dans le fond, ce qu'on aimerait, puis vous avez commencé à me donner un aperçu de ce que vous pouviez faire, c'est ce qu'on appelle le délire. Mais là, je ne peux pas vous le démontrer parce que c'est vraiment très personnel selon les types de personnes. Fait que ça ressemblerait à quoi un délire de traducteur? Merci, François.
Alors là, on vient de faire des distinctions importantes. Et là, je vous ai caché qu'il y avait un 4e type d'applaudissement. C'est le standing ovation. Ah. Ou l'ovation debout. Exact. C'est comme ça qu'on le dit? Exact. Ovation debout, OK. Mais attendez, je pense pas quand même qu'il mérite ça. Personne en avant mérite ça pour le moment, peut-être à la fin. Alors, c'est important que vous pratiquiez. Mais peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui pensent qu'ils en méritent une eux-mêmes. Ou peut-être qu'il y a des gens dans la salle que vous connaissez, que vous avez le goût de pointer puis de dire « Ah, lui ou elle, il mérite un standing ovation ». Est-ce qu'il y a des volontaires pour pointer quelqu'un? Mélodie! Standing ovation pour Mélodie! Tout le monde debout! Ouh! Un peu plus de vigueur! Ouh! Très bon choix! Très bon choix! Est-ce qu'il y en a d'autres qui en méritent un? Anne, donc, est-ce que je me trompe ou c'est l'anniversaire de Anne aujourd'hui? Ah, tout le monde debout! Wouh! Et maintenant, cessons d'être humbles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pense sincèrement mériter un standing ovation? Je vous demanderai de descendre ici. On vous en fait une petite vite tout de suite. Une standing ovation, je veux dire. Il y a personne. Je suis un peu déçu, là. C'est certain. Voulez-vous pointer quelqu'un d'autre, une dernière? Non. Mais il y avait quand même beaucoup d'intensité. En effet, c'est assez impressionnant pour les traducteurs. C'est ça, là. c'est ça. Pour des traducteurs. Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que moi, en fait, j'avais pris une gageure, puis j'avais dit à un de mes chums, je dis, moi, d'après moi, si je leur fais faire ce test-là, parce que c'est un test que je fais faire à plein de gens, tu sais, comment applaudir, tout ça, puis comment délirer. Puis là, il y a un de mes copains qui m'avait dit, c'est des traducteurs dans le sens de... Il dit, d'après moi, ils ne seront pas capables. Mais moi, je trouvais que c'était quand même bien. Alors, remarquez, vous n'êtes pas les meilleurs. Mais je peux vous laisser une seconde chance. D'habitude, là, quand le monde sont vraiment intenses, là, ça shake tellement qu'il y a des sprinklers qui partent. Comment ça s'appelle, des sprinklers? Des gicleurs. Fait que voulez-vous faire gicler? Je vous donne une dernière chance. Tout le monde ensemble, on met tout notre jus. Go! Wouh! Wow! Ça, c'est bon. Je vais dire à mon chum qu'il me doit 20$. Fait que François, avec toute cette énergie, ton verdict pour Monsieur le compteur? T'es quand même pourri comme compteur. Comment ça, pourri? Je voudrais bien le voir comme traducteur, toi. Oh, mais quand même, c'est pas comme égal comme défi, là. Pardon? Non, mais c'est pas ce traducteur. C'est parce que... Non, mais c'est pas... Je veux dire... En termes de ce qui je parlais à change pour François. traduire... Non, mais... Non, mais tu sais, le genre de compétence qui est requis pour faire ça, là, c'est pas... Moi, tu sais, je vais sur Google, je fais Translate, puis... Non, mais on a juste 2-3 mots, puis c'est correct, là. Comme ça, tu penses que tu peux être traducteur? Pas toi aussi. François. En essayant peut-être un peu. Bon, écoutez. OK. Installez-vous en avant. Ouais, ben regarde, j'apporte ma chaise, moi aussi. On est prêts, le défi Pepsi, let's go. OK. OK. Ah ouais, shoot. Je pensais pas faire ça avec toi un jour. Comment vous traduiriez en français I would like to have a regular coffee? T'aimes-tu le café, toi? Ouais, je suis un amateur de café. Quel genre? Ben, moi, je dirais que c'est peut-être... je prendrais un expresso double. Non. Non? Je veux un régulier. Comment tu disais? Je veux un café régulier. Un café régulier. Ben, regular coffee, c'est pas peint. Ah, moi, je suis pas terrible. Non, les gars, vous oubliez quelque chose, là. Si vous demandez à un traducteur un café régulier, là, il ne comprendra pas ce que vous voulez dire. Non. Un café ordinaire, qu'on dit en français. Ça, OK, traduisez-moi maintenant. The military is federal jurisdiction. The what? The military is federal jurisdiction. Les militaires, c'est de juridiction fédérale. Pas juridiction. Anglicisme, compétence. Quoi? The speaker discussed ways of addressing global challenges. Oui, Le parleur adresse la discussion générale. Pouvez-vous répéter la question? Conférencier d'abord. Conférencier discute de la...
Ça, là. Ils avaient l'air brillants, là. OK, on va essayer quelque chose de plus facile. Faites-moi une anacolute, puis corrigez-la. Wow, quand même, parle-nous en français. Anacolute. Une anacolute, c'est une maladie vénérienne? Mélange d'accolade et de surlute. Non, OK. d'après moi, il fait exprès, là. OK, Non, mais je parle pas de surlute. dernière épreuve. Je vais vous lire une phrase en anglais qui comporte une parataxe, puis vous allez devoir me la traduire en faisant un hypotaxe. On pas reste en Stephen Harper, traduction. ça, là? Non, c'est ça. Restons pas en finance, là, on reste en traduction, là. Non, vraiment, les gars, comme traducteur, vous n'êtes pas mieux que moi comme compteur. Mais à part tes taxes, le café régulier m'a fatigué un petit peu quand même si c'était le facile. Mais moi, j'en ai une à te poser. Ben, peut-être eux autres, ils sont pas assez capables. Là. C'est mon gars, en fin de semaine, il me dit « Bah, tu traduis ça comment? Mind. » Le mot mind? Tu sais, comme mind, là. Make up your mind. Ben, ça dépend du contexte. C'est comme une excuse, ça, là? Comme. Si tu dis mind map, mind mapping. Ah, mind map, c'est un peu comme on est en train de faire ici en arrière, hein? Ouais. Je sais pas comment on appellerait ça, les amis, mind map en français. Carte conceptuelle, carte heuristique, Pas une carte de l'esprit, non? carte de l'esprit. Tu peux toujours t'essayer. Je sais pas, moi, j'ai le poétique qui me vient. OK. Mais ça, mind map, je l'utilise beaucoup, mais puis j'avais pas vraiment de bons mots. Je disais carte mentale. Oh, ça Ça vaut passe quel pas. genre d'applaudissement, ça? Poli à 2 doigts, là, tu sais. OK. J'en ai un autre d'abord. Moi, j'écris des livres sur la gestion de la qualité, puis je dis que la gestion de la qualité passe par la qualité de la gestion. Puis j'ai demandé à des anglophones, puis ils ont bien de la misère, ils trouvent que je gère pas mal. Tu traduis ça comment, toi, qualité de la gestion puis gestion de la qualité? Ah, moi, je traduis pas vers l'anglais, de toute façon. Non, mais je pensais que tu niaisais tantôt, là. Non, c'est vrai, on traduit pas vers Non, mais l'anglais. tu Quand on traduis, est c'est d'un bord francophone. puis de l'autre. Là, quand tu vas sur Google Translate, tu chiffres des deux bords. Oui, mais justement, je suis pas Google Translate, puis je coûte plus cher que Google Translate d'ailleurs. Tu traduis pas l'anglais. Oui, ça, j'ai remarqué. Non, mais ils trouvent ça drôle. Mais ça, c'est vrai, ça, là? Oui, on traduit pas vers l'anglais. En fait, sauf exception, que j'admire d'ailleurs, les traducteurs francophones traduisent vers le français, et pour traduire vers l'anglais, tu dois demander un traducteur anglophone. OK. Fait que tu m'aideras pas. Y a-t-il un traducteur dans la salle? Parce que moi, vraiment, je la cherche, celle-là. Là. La gestion de la qualité passe par la qualité de la gestion. Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? C'est une vraie question en passant. Vous êtes tous des traducteurs francophones. Oh, Il y a quelques anglophones. C'est quelqu'un qui est entre serbo-croate et mandarin? C'est pas très populaire. Mais sérieusement, je la cherche, celle-là, puis les Anglais sont tous mélangés. Parce qu'ils sortent ça. D'habitude, l'anglais, c'est court, tu sais, puis eux autres, ils sortent ça bien long. Il me semble que ça sonne pas. Je trouve que ça sonne sexy, tu sais. La gestion de la qualité passe par la qualité de la gestion. Non, mais c'est vrai, ça sonne bien. Puis personne ne peut m'aider. En tout cas, ça Brent peut... Hamilton? Je le prends en note. Tu l'écris pendant que je tasse ma chaise? Oui. Brent, comme B-R-E-N-T? Grant. G-R-A-N-T, hein? G-R-A-N-T. Grant? Grant Hamilton. C'est pas comme une subvention, ça? Ben de l'argent en traduction quand même. Hein? As-tu un numéro de téléphone ou beaucoup une de adresse traduction, courriel? de traducteurs au Québec? Il y a 10 000 traducteurs au Canada, dans à peu près 60 au Québec. Comme 6 000? Genre. Plus tous les autres langagiers, réviseurs, rédacteurs. Hey, c'est une grosse business. C'est plus gros que tu pensais, hein? C'est pas mal, oui. Honnêtement, là, ça me... Honnêtement, j'ai comme un nouveau respect vers les traducteurs. En tout cas, ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas que je suis peut-être pas bon comptable, mais vous n'êtes pas bon traducteur, les gars. Mais il y avait celle-là, par exemple. Ça commençait toujours à chaque soir. C'était mon oncle Gaston qui commençait avec celle-là. C'est... Que il y a mon porte la chatte, Scooby-Doo, sautons la Rodrigoï, dansons la Rémaillou. Hey, pampanturlure, ça commence à avoir l'allure. On va déménager cette année, dis-moi donc ce qu'on va aller rester. Passe-moi dans le torchon de plancher pour essuyer mes larmes. Bon, il y avait celle-là. Ça commençait la soirée. Puis après ça, je me rappelle qu'il y en avait une torieuse. Celle-là, elle chantait de même.
Ça, c'est mon oncle Gaétan qui chantait « Mon grand-père avait un grand becaille qui labourait toujours, toujours du même rang. Il avait toujours la queue sur le même bord, puis encore un petit tour, puis ça raidit toujours. J'ai la manivelle bien plus raide, mamzelle, puis encore un petit tour, puis ça raidit toujours. J'ai la manivelle bien plus raide qu'un clou. » Bon, il y avait celle-là aussi, qui était chantée, puis... Puis il y avait aussi celle-là, ça, j'étais certain que c'était ma grand-mère Lavallée qui l'avait inventée, mais après ça, j'ai entendu la bottine souriante. Ça, c'est une chanson à réponse, c'est important. Ça faisait partie de la réponse de même. Quand on était ensemble, c'est sur la grande côte, elle est montée. C'est là que ça répond d'habitude. Il montait. Elle a perdu son tablier. L'important, c'est de répondre n'importe quoi, laisser le rythme. Elle a perdu son tablier. Elle a perdu son tablier. C'est un homme passant qui l'a ramassé. Oh, ma grand-mère, elle avait plein de tunes de même. Ça a l'air qu'on en connaissait une, puis l'autre, puis l'autre. Oui, ça finissait plus de même. Ça finissait plus. Il y en avait tout plein. Des chansons de même. Ouais. Il est fort! Moi, chez nous, les parties de famille, il y avait ma grand-mère qui faisait ça, mais elle s'éteignait assez vite parce que là, il sortait les tables. Puis il jouait aux cartes. Puis mon Dieu, qu'il joue aux cartes. Puis il joue aux 500. Connaissez-vous ça, le 500? Hein, espèce. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Puis quand j'ai compris, j'ai arrêté de jouer. Mais moi, la famille, c'était comme pas trop important pour moi. Mais mon père a commencé à triper là-dessus pas mal fort. Il y a une dizaine d'années. Malheureusement, il n'est pas très fort en informatique, fait qu'il perd souvent ses fichiers parce qu'il fait de la généalogie. Puis il m'appelle à tout bout de champ pour dire « J'ai perdu mes fichiers », fait qu'il me les envoie sous forme papier à toutes les fois qu'il peut. Mais c'est assez étonnant quand même, l'histoire d'une famille. Puis quand j'ai dit que je faisais affaire avec deux autres François Lavallée, il dit « D'après moi, il dit, on est parents. » Ah oui, il a dit ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Pas de ce qui tenait ça. Ben, en tout cas, je te regarde les sourcils, là, puis... Écoute, j'ai la carte, fait qu'on pourra checker, mais ça a l'air que le premier Lavallée qui est arrivé ici, le premier Lavallée, s'appelait Petit Jean, dit Lavallée. C'est mon ancêtre. C'est mon premier ancêtre. Jean Lavallée, dit Petit Jean. Ah, c'était Jean, le Petit Jean de... Attends une minute, je vais checker. Attends un petit peu. C'est encore plus loin. Il est allé même jusqu'en Nouvelle-France, hein? Hey. Il est sur le bord de ramasser des tombes, là. Puis Paquet dit la vallée, c'est-tu quelque part là-dedans? Attends une minute. Wow, Petit Jean, là, ils sont en train de traverser, là. Ah, ici, traverser, Petit Jean. Ah ouais, regardons ça. OK. Paquet dit la vallée, il était arrivé à l'île d'Orléans. Ah, un petit peu plus tard, ça. Ouais, ben, avec les filles du roi, un peu. 1663, 73. Le vieux métier du monde. Oui, c'est vrai. OK. Mais c'est parce que ça, je pense qu'il y a des branches différentes, là. Je te regarde la barbe, là, puis les sourcils, puis... Ouais. On va aller de l'autre sens. OK. Moi, mon grand-père s'appelait, ça je m'en souviens, Wilfrid. Son père, il s'appelait Achille. Ah, mais Achille. Achille, c'est mon arrière-grand-père, ça. Attends, moi, c'était le père de mon grand-père. C'est mon arrière-grand-père? Oui, parce que mon père s'appelait André, mon grand-père Léo, et son père lui s'appelait Achille. André? Mais toi, tu restes où? Moi, je reste à Québec. Parce que moi, je vois ici Achille. Léo? Léo, mon grand-père. Mais là, c'est parce qu'il y en a, là, mais ils viennent de Joliette, comme moi. Mon père venait de Joliette. Non. Mais oui. Ça veut dire qu'on serait... Attends une minute. Ton père... C'est qui ton père? Mon père, c'est André. C'est ton père, André. Lavallée. André, c'est ton père. Lavallée. Voyons donc. Oui, il s'appelait Lavallée, mon père. Ah oui? Oui, mon père, c'est un Lavallée. Mais il y en a beaucoup dans la famille. Non, mais c'est un peu comme l'hérédité, ça, là. Genre. C'est comme si ton arrière-grand-père était stérile, ton grand-père est stérile, ton père est stérile. Je sais pas, moi, probablement que tu vas être stérile, tes enfants risquent d'être stériles. C'est pas moi biologiste. Mais mon grand-père s'appelait Cyril, moi. Il s'appelait Cyril. OK. Mais non, mais je pense que si je me fie sur Léo puis André, d'après moi, ton père puis mon père, qui sont tous les deux des Lavallée. En effet, et ce sont des cousins. Donc, on est des petits cousins. Exactement. C'est vrai qu'on se ressemble un peu.
Alors, sérieusement, on a découvert ça il y a à peu près 2 mois. Ça fait déjà 2 mois qu'on travaille ensemble. Ouais. Et par hasard, on s'est rendu compte qu'on était petits cousins, qu'on avait le même arrière-grand-père. Ouais. Effectivement. C'est assez malade, ça. Ouais. Mais moi, j'avais des lunettes carrées à l'époque. Ouais. Puis toi, t'avais des lunettes rondes. À l'époque où je l'avais vu sur YouTube, il y avait des lunettes rondes que j'avais aussi à l'époque. C'était d'autant plus similaire. Et on s'est mis à s'ostiner aussi à Trois-Rivières la semaine dernière sur le fait qu'il y avait des lunettes rondes et des lunettes carrées. Puis on s'ostinait sur quelle couleur, pas quelle couleur, mais quelle forme de lunettes qu'on avait. Finalement, on décide de se changer de lunettes. Hey, you rock! On a la même force de lunettes. François! Redonne-moi mes lunettes quand même. Merci. Qu'il te manque juste une barbe rousse, puis... Mais on sent quand même un sentiment d'appartenance. La chanson à répondre, moi, ça m'a frappé tantôt. Ça m'a fait vibrer comme mon intestin. Je veux dire, mon entre-dents. Mon dedans. Tes guts, quoi. Mes guts, c'est ça. C'est comme... T'en as-tu bien d'autres de ces chansons-là? Parce que t'étais parti comme pas mal fort. Derrière chez nous, savez-vous ce qu'il y a? Faut juste le partir, hein? C'est comme un CD. Moi, j'aime ça que des ententes. Un pommier pour vous, mesdames. Il y a un pommier d'amour toujours. Dans ce pommier, savez-vous ce qu'il y a? Dans ce pommier, savez-vous ce qu'il y a? Il y a des belles pommes pour vous, mesdames. Il y a des belles pommes d'amour toujours. Et dans ces pommes, savez-vous ce qu'il y a? Et dans ces pommes, savez-vous ce qu'il y a? Il y a des pépins pour vous, mesdames. Il y a des pépins d'amour toujours. Dans ces pépins, savez-vous ce qu'il y a? Dans ces pépins, savez-vous ce qu'il y a? Il y a de l'amour pour vous, ça me mesdames. fascine comment est-ce que finalement on est tous connectés. De l'amour pour vous toujours. Il y a de l'amour. On est tous connectés. Pour vous, mesdames. Il y a de l'amour pour vous toujours. Aujourd'hui, la connexion, ça veut dire beaucoup de choses. On parle de connexion comme ça entre les gens, mais qui ici est sur Facebook? Laissez la main levée, ceux qui sont sur LinkedIn. Okay. Pinterest? Oh, un petit peu moins. Instagram? Twitter? Tweet! Aujourd'hui, on est connecté, puis on est connecté d'une manière qu'on ne comprend pas encore. C'est jeune, les réseaux sociaux. Les connexions qu'on avait dans les familles, avant, on disait qu'on était très soudés. Aujourd'hui, un autre concept, c'est des weak links. Liens faibles. OK, liens faibles. C'est stressant quand même d'être avec un gars de même. Alors, si vous regardez, ça, je comprends que c'est petit un peu pour certaines personnes, mais... c'est pas le détail que je veux que vous regardiez. J'essaie de me mettre à votre place, là. Ça a l'air d'une fleur, hein? Mais chaque petit point plus foncé, c'est un de mes contacts. En fait, quand on grossit un peu, moi, je suis dans le milieu. Si je grossis mon réseau, vous allez voir, là, c'est beaucoup plus clair. Mais c'est des noms. Et il y en a là-dedans qui sont un peu plus foncés que les autres. C'est des nexus de connexion. Celui qui est en haut, qu'on voit, c'est mon copain Sébastien. Des nexus. C'est un vrai mot, ça, quand même, un nexus. C'est un nœud, un noyau? Moi, je dirais un nœud. Un nœud. Oh, oui. Un nœud? Un nœud. OK, continue. Je commence à en avoir des nœuds, là. Il n'y avait pas un masseur tantôt dans le coin pour les nœuds. Alors, le nœud du haut puis le nœud d'en bas. Puis c'est un nœud, j'allais dire nouveau, mais ça porterait à confusion de dire un nœud. Hein? Alors, bref, Sébastien est connecté à mon réseau, puis moi, je connectais au sien, je connectais à celui des autres. En fait, moi, j'ai à peu près 1500 liens sur LinkedIn. C'est un réseau qui est décent, c'est pas un gros réseau. 1500 contacts, et ça me donne accès à plus de 2 millions de personnes par des liens faibles. Est-ce que je les exploite comme il faut? Est-ce que vous les exploitez comme il faut? Parce que le concept de lien, dans le fond, c'est là où moi je parle beaucoup d'interaction. Et chaque interaction a un potentiel d'augmenter la performance des gens. On ne se rend pas compte que ce n'est pas juste des chats puis des tweets. C'est un potentiel de performance qui est inexploité. Puis en fait, moi, c'est la base de ce que j'appelle la biologie organisationnelle, la science des interactions. Est-ce qu'on interagit assez? Je pense que non. Puis c'est important d'interagir parce que si on regarde ce qui se passe dans une cellule, c'est un paquet de récepteurs à l'extérieur de la cellule, il ramasse des morceaux qui passent et puis il crée quelque chose à l'intérieur.
Imaginez une cellule qui ramasserait plus de signaux pour générer plus de réactions. La même chose existe entre les gens. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à chaque fois qu'on interagit, on crée une réaction. Puis quand je parle d'interaction, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Ils se disent, supposons que moi, là, imaginons un cas hypothétique, un traducteur qui aurait une spécialité quelconque. Est-ce qu'il va partager ses trucs avec l'autre? Excuse, François, mais un traducteur a des spécialités, mais jamais quelconque. Particulière. Voilà. Le bon mot, hein? Est-ce que vous avez peur de partager? Moi, je dis, il ne faut pas le voir comme ça. Partager une connaissance, partager une idée, c'est comme partager une flamme. On a juste 2 fois plus de lumière. Et on n'a pas le choix de le faire parce que de toute façon, avec les millions de connexions qu'on a via les réseaux sociaux, ça se fait qu'on le veuille ou non. Si on le comprend, on est capable de l'endiguer et de mieux le contrôler. Alors, on va faire un test. Votre network a l'air de quoi? Votre réseau, qui veut dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, j'aimerais savoir de la lumière dans la salle. Et que vous regardiez dans la salle, tournez-vous, regardez autour, puis essayez de compter le nombre de personnes que vous connaissez. Pas juste dire, oui, je le connais, lui, je me souviens plus son nom. Non, du monde que vous connaissez. Là. Alors, regardez dans la salle et comptez. Essayez d'estimer, dans la salle, il y en a combien que vous connaissez. Pour vrai. Ça fait 3 jours que vous êtes ensemble, là. Prenez le temps de regarder comme il faut. Ben, le nom ou le prénom, mais le connaître assez pour dire, lui, je pourrais l'appeler puis lui demander quelque chose. Oh boy! Ça vient de baisser pas mal, là. Mais là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a juste 50% du monde qui ont eu l'intérêt pour venir au dernier show. Tous les autres sont partis. C'est dans l'autre gang, moi, mon réseau. Mais sérieusement, faites l'exercice. Mettez sur une feuille de papier qui vous connaissez, qui vous pourriez appeler pour poser une question difficile, ou encore raconter quelque chose qui vous est arrivé avec un client. Mettons que hypothétiquement, il y aurait un méchant client quelque part qui ne comprenne pas, là. Puis là, vous avez le goût d'en parler à quelqu'un. Il y a combien de personnes dans votre réseau? Maintenant, quand vous aurez estimé le nombre de personnes, essayez de voir, c'est-tu toutes des filles, toutes des gars, c'est mélangé? C'est-tu tout dans votre strate d'âge? Ou c'est... Moi, j'ai fait l'exercice puis je me suis rendu compte que mon réseau de connaissances, c'était tous des gars qui avaient mon âge ou plus, donc qui étaient vieux. Non, c'était tous des sages, disons-le comme ça. Mais j'avais un réseau de connaissances assez important, mais les gens que j'appelais pour avoir des conseils, raconter quelque chose, c'était tous des hommes de 50 et plus. Le lendemain, j'étais dans une réunion on appelle ça des cercles d'affaires à la Chambre de commerce. Puis là, il y avait vraiment de toutes les strates. C'était pas juste des vieux croulants comme moi. Fait que j'ai regardé comme il faut mon cercle. Et j'ai dit, la conclusion, c'est que j'ai besoin de jeunes femmes dans mon cercle. Non, mais prenez-le comme conseil. Ça marche. J'ai reçu 2 téléphones. Veux-tu qu'on aille dîner? Puis là, j'étais allé dîner avec des jeunes femmes. Puis, non, mais sérieusement, j'ai fait un effort conscient pour parler à plus de jeunes, puis plus de femmes. Non, hey, wow, là. Pensez pas à d'autres choses, là. Qu'est-ce qu'on entend, là? Il y a des affaires qu'on raconte. Coupe la caméra de papa, Marc-Antoine. Coupe la caméra de papa. Non, mais ma femme n'aime pas beaucoup le réseautage. Elle pense que c'est perdre du temps. Ma femme est dans un milieu, je ne sais pas votre milieu, je ne vous connais pas beaucoup, elle est dans un milieu dans le réseau de la santé, puis elle me parle souvent de son groupe d'amis, son groupe d'amis, son groupe d'amis. Ouais, mais ton groupe d'amis, c'est qui? Ben, c'est les professionnels de la santé. Je dis, oui, mais c'est-tu du vrai monde? Elle dit, oh, hey, wow, relation d'aide, tout ça. Non, mais j'ai dit, ça représente-tu la population? Elle dit, tout le monde est comme nous autres. Je dis, pas sûr. Puis quand j'y parle de réseautage, elle dit, ben moi, elle dit, je parle à ma gang sur mon étage. Puis son réseau est très petit, très, très spécialisé. Puis dernièrement, j'avais une conversation avec un de mes chums et il me disait, il dit, Facebook nous rend cons, mais pas à peu près cons, c'est-tu français? Oui, c'est très français, en fait. Okay. Non, mais c'est parce que je commence à me poser des sérieuses questions, là. C'est très français.
Français, c'est con. Con, c'est français. Je développe pas sur la question. D'accord. Mais mon chum me disait, il dit, Facebook est en train de nous rendre compte. Puis moi, je disais, Je dis, je suis pas sûr. Il dit, voyons donc. Il dit, moi, je veux pas le savoir qu'est-ce qu'il a mis dans sa soupe aux choux. Je dis, ouais, non, ça c'est correct. Mais je dis, ça dépend des amis que tu as sur Facebook. Premièrement. Deuxièmement, je dis, calcule ça. Il y a 1,6 milliard d'individus sur Terre qui sont sur Facebook. OK. Je pense qu'il y a une moyenne de 300 à 500 amis par personne. OK. Statistiquement, sur une période de 10 ans, tu vas lire combien de nouvelles? Ah, il dit beaucoup. Mais statistiquement, c'est sûr que tu vas en pogner quelques-unes qui ont du sens, qui te font allumer et qui te font rendre plus intelligent. Il dit, ça, c'est vrai. Mais je dis, imagine, 1,6 milliard de personnes qui, sur une période de 10 ans, deviennent statistiquement plus intelligents. Non, mais c'est là, OK, je vais le dire en anglais, c'est mind-boggling. Oui, ça, je ne traduirai pas ça. Pensée brassante? Pas de suite, plus tard, j'ai pensé. C'est ça. Tout le monde comprend quand même mind-boggling. Ouais. Il y a des mots en anglais qui ne se traduisent pas bien. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Oui, mais tu ne peux même pas me le traduire. Plus tard, pas de suite. L'autre mot qui est important, c'est le concept de hierarchy. Ça, c'est professionnel, je trouve, de dire pas de suite. Pas de suite, oui. De dire pas de suite, plus tard, j'aurai le temps, je vais bien faire ça. C'est important. La question, c'est sur quel ton tu le dis. Ah oui. C'est pas tout de suite parce que je suis trop professionnel pour vous répondre maintenant. Hierarchy, ça, c'est un autre difficile, ça. Oui, mais ça a été traduit par Connectarchy. En tout cas, je suis très content de ne pas traduire tes discours. Merci. Mais Connectarchy, je trouve que ça sonne très, très mal. Puis quand j'ai entendu hierarchy, j'ai fait « oui, c'est ça ». C'est-à-dire, la vraie hiérarchie n'existe plus dans les entreprises. Non, c'est pas vrai. Elle est là, mais en arrière de la hiérarchie, les vraies connexions, ça ressemble à ça. Tu passes par-dessus le boss, tu passes par-dessus le collègue, tu appelles l'autre dans l'autre compagnie. Non, tu n'as pas le droit d'utiliser Facebook à la job. OK, pas de problème, tu t'en vas aux toilettes, tu ouvres ton cellulaire, tu utilises Facebook. Non, mais on se dit des vraies affaires, là. Fait qu'on est connecté, puis on devient de plus en plus intelligent. On appelle ça l'intelligence collective. Connaissez-vous ça, Wikipédia? Savez-vous, il y a combien d'heures de travail en arrière? Ils ont estimé à plus de 100 millions d'heures bénévoles. Alors, le surplus cognitif, l'intelligence collective, la colligence, ça, c'est pas un mot, je le sais, mais ça sonne bien. Puis en fait... Colligence. Comment t'écris ça? Avec comme collective, intelligence. Comment t'écris ça? 2 L. Comme la vallée. C-O-L-L. Colligence. G-E-N-C-E, vu que c'est un mot valise. C'est beau comme mot. C'est un mot valise. C'est un néologisme. Moi, j'aime collectivité et intelligence. Dans le milieu des comptages, je ne sais pas si ça se dit, mais on dit souvent collectage. Du collectage, oui. Est-ce qu'on... C'est bon. collectage? Non, c'est bon. Je ne sais plus, là, vous avez trop de questions pour moi ce soir. Puis, puis là, j'aimerais ça. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui ne sait pas jouer de la guitare. C'est une drôle de question. moi, je ne sais pas jouer de la guitare. Bon, enfin, un talent que tu n'as pas. J'ai quelque chose à te faire faire. OK. Je vais te montrer à jouer de la guitare. Ah. OK, on va voir qu'est-ce que c'est le pouvoir de la collectivité et le talent. OK. Bon, j'étais à cette file ici. Alors, ça, tu sais que c'est une guitare quand même? Oui, ça, je sais que c'est une guitare. Guitare. C'est un bon début. Alors, Guitare en anglais, c'est guitare, pas de E. Ouais. Dans mon coin à Joliette, on dit guitare aussi. Mais ça, c'est un autre instrument. Alors, ça, c'est une guitare, ça, c'est un manche, et puis sur le manche, il y a des frettes. On dit froid en français, on dit pas frette. Là, je sens qu'il commence à en avoir un entre nous, là. Un fret? Oui. OK, donc continue. Okay. Un fret, un fret. De la guitare. OK, c'est bon. Appelle les frais en français d'abord, si tu veux. Alors, il y a des frais, puis entre les frais, ben, c'est là que tu fais le son. Fait que quand tu mets ton doigt entre deux frettes, oui. fret, on va dire fret, là, ouais. Ça fait un son. Fait que si tu pinces, puis tu pinces ailleurs, ça fait un son différent. Oh, fait qu'on va le faire en 2 étapes quand même, tes traducteurs. Oui, OK, c'est bon. On va y aller doucement. Non, mais tu sais. Non, mais c'est parce qu'il est très, très systématique. Ça, j'ai compris ça. Il est très, très systématique. Alors, tu vas mettre ton doigt entre 2 frettes à différents endroits, puis moi, je vais pincer la corde pour voir si tu es capable de faire un son. 2 frettes à différents endroits. Je peux te mettre mon pouce? Oui. Pouce. Un autre? Excellent, on l'applaudit. Un autre, j'aime ça. T'aimes ça? Non, okay. Attends une minute. Parce que ça, c'est la technique de base. L'autre technique de base, c'est que moi, je vais faire ça. Oui.
Puis toi, tu vas pincer la corde. Vas-y doucement. Wow. Wow. Veux-tu essayer les deux en même temps? Je suis pas sûr que je suis capable tout de suite, là. OK, mais c'est quand même 2 techniques simples, on s'entend là-dessus. Oui, OK, je vais essayer. Ouais, essaye, vas-y doucement, là. Ça, c'est la technique de base. Je suis quasiment guitariste. Ça, c'est la technique de base. Puis si on fait une analogie avec la traduction, c'est l'équivalent d'aller sur Google puis de faire Translate. L'étape suivante, c'est quand tu relis le texte de Google. Puis là, tu essaies d'aller un peu plus loin. Mais là, je vais te montrer une toune à un doigt. Tu me diras si tu es prête. Un doigt, oui. Je vais essayer de te la faire jouer ensuite. C'est rien qu'un doigt quand même. Oui, mais là, je pense que je vais te laisser faire pour tout de suite. Là. Okay. Chacun son talent. Oui, effectivement, chacun son talent. Mais maintenant, là, je fais pas ça juste pour te dire que j'ai du talent et tu n'en as pas. Non, merci. Oui. Mais je fais surtout ça pour te faire comprendre que malgré que la toune elle soit belle, elle sonne bien, on s'entend-tu que si je voulais jouer une symphonie, je pourrais pas la siffler? Certainement. Donc, il faut travailler ensemble. Oui, c'est sûr. Ça. Fait que l'idée d'avoir, j'allais dire un network, un réseau, c'est d'utiliser les talents des autres pour jouer une symphonie. Tout ça commence au bord du chemin de la vie, juste à la sortie du village qui marque le début du monde. Il y avait là un atelier au toit frisé, un toit de tôle non pincé pour ne pas réveiller les oiseaux rêveurs qui viennent s'y reposer. Et sur le toit, une cheminée toute tordue où fument les idées, puis une antenne parasymbolique faite de vieux couvercles de poubelles rouillées qui cherche à capter les talents errants. Sur le devant de la boutique, une vitrine qui reflète le visage du monde. Une petite porte travaillée au couteau qui coupe pas du monde extérieur. Une porte qui s'ouvre toute seule et chatouille au passage. Une petite cloche qui rigole. En entrant dans l'atelier fait en vieux bois qui graisse encore des dents de scie qui l'ont taillé pour en faire des étagères porte-poussière, il y a au centre de la pièce un comptoir, comme une épaule réconfortante, avec une caisse qui enregistre tout ce qui se dit et une balance qui pèse le pour et le contre ainsi que la valeur des mots. Derrière le comptoir, il y a un travailleur qui ne travaille pas à l'heure. Il compte plutôt les heureux et reçoit du bonheur comme salaire. Il porte à la chemisette une petite épinglette. Activée par le battement de son cœur, elle se balance. Sur la petite plaque en bois mince, on peut lire « Recycleur de talent ». C'est un métier vieux comme le monde qui porte comme une canne le poids de l'oubli. L'homme prend de vieux talents oubliés ou perdus puis leur donne l'éclat, la brillance dont il mérite. Sur les tablettes enfouies sous la poussière du temps, le talent musicienne d'une femme écrasée sous le poids d'une carrière prometteuse, ou le talent d'un grand chercheur écrasé sous le poids de la paresse. Le recycleur les prend tous, puis leur redonne une deuxième chance en les louant, en les offrant au dépourvu. Un jour s'arrête devant la vitrine un jeune enfant, à la tête aux cheveux en broussailles, un peu comme le conteur qui vous raconte l'histoire présentement. Le recycleur, la tête dans sa boîte à talent perdu ou trouvé, entend un bruit, lève la tête et l'œil périscope, et son regard tombe en chute libre dans les yeux profonds et vides du jeune enfant. Le cœur du recycleur est projeté dans les airs comme une bille d'un jeu de tombola que le marteau assomme. La clochette sonne, la porte s'ouvre. Le recycleur sort et aperçoit l'enfant. L'enfant le regarde et lui dit « C'est vous, le recycleur de talent. » L'homme étonné, surpris, lui dit « Oui, c'est moi. Et toi, qui es-tu? » L'enfant répond « Moi, je suis un bon à rien. » L'homme lui dit « Attends, entre avec moi. Attends-moi ici. » L'homme passe derrière l'épaule réconfortante, ouvre une porte qui donne sur l'arrière de la boutique et revient avec une toute petite boîte de métal. L'ouvre et la montre à l'enfant en disant « Tiens, prends-le celui-là, il est pour toi. » L'enfant regarde en bas et dit « Mais il n'y a absolument rien dans votre boîte, elle est vide. » Le recycleur lui dit « Mais c'est tout à fait normal, parce que les vrais talents, on ne les voit pas tout de suite. Il faut leur laisser le temps de s'épanouir pour bien les découvrir. Prends la boîte, mets-la dans ton manteau, mets le chemin de la vie. Sous tes bottines, marche, puis tu viendras m'en redonner des nouvelles. » L'enfant salue le recycleur en étant certain qu'il est en train de se faire avoir par un raconteur de menterie, un pauvre fou. Mais le chemin de la vie sous ses bottines ce jour-là, puis l'enfant, eh bien, marche.
d'un arbre gigantesque. Puis accroché aux branches de l'arbre, le poète, qui écrit des mots qui riment et s'envolent lorsqu'arrive l'automne. Des mots sur les feuilles lignées des arbres, des feuilles lignées comme dans nos cahiers d'école avec 3 petits trous de mémoire. En voyant l'enfant, le poète prend une feuille puis lui lit un vers de poésie. L'enfant prête l'oreille au poème du poète, puis le poète, étonné, surpris, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de prêter l'oreille à un de mes poèmes. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » Dans ce compte-là, ça garochait pas mal plus fort que ça. « Moi, je suis un... » Puis après avoir prêté l'oreille au poème du poète, l'enfant met la route sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le poète qui écrit sur les feuilles des arbres, puis je réalise que je n'ai pas son talent, puis l'enfant, marche-marche. Arrive au pied d'un rocher immense. Sur le rocher, la musicienne, qui joue la mélodie de ses instruments avec sa bouche. L'enfant s'arrête puis donne 2 pas de danse à la musicienne. La musicienne, étonnée, surprise, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de me donner 2 pas de danse. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » 2 pas de danse, l'enfant met la route sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le... C'est un conte à mémoire aussi, cette affaire-là. J'ai rencontré le poète et la musicienne, puis je réalise que je n'ai pas leur talent, puis l'enfant, marche-marche. Au bord du chemin de la vie, croise la rue des pas qui résonne et aperçoit la trotteuse qui court après son temps. La trotteuse est une personne très logique qui cherche toujours à prendre de l'avance sur son temps. L'enfant marche à ses côtés, puis la trotteuse, étonnée, surprise, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de me donner 2 minutes de ton temps. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » 2 minutes, l'enfant met la route sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le poète, la musicienne et la trotteuse, puis je réalise que je n'ai pas leur talent, puis l'enfant, marche-marche. Arrive au beau milieu d'un champ immense. Puis assis au beau milieu du champ, le solitaire qui cultive le silence. L'enfant s'approche, fait un beau sourire au solitaire. Le solitaire, étonné, surpris, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de me faire un beau sourire. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » Pas si fort dans un champ de silence quand même. « Moi, je suis un... » L'enfant met la route sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le poète, la musicienne, la trotteuse, le solitaire, puis je réalise que je n'ai pas leur talent, puis l'enfant « Mange-mange! » Arrive au beau milieu d'un stationnement d'asphalte. Il aperçoit à 4 pattes par terre l'archiveur d'espèces menacées, qui classe les naissances et les mortalités de la fourmi jusqu'à l'orignal. L'enfant s'approche, donne une petite tape dans le dos de l'archiveur. L'archiveur, étonné, surpris, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de me donner une petite tape dans le dos. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » Une petite tape, l'enfant met la route sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le poète, la musicienne, la trotteuse, le solitaire, la shiver, puis je réalise que je n'ai pas leur talent, puis l'enfant marche, allez, bon! Au bord du chemin de la vie, croise 2 poteaux de téléphone avec un fil électrique. Et sur le fil, le funambule de fil électrique qui vient pour faire une culbute, perd l'équilibre, la retrouve. L'enfant, il donne bonne main, on va le faire tout le monde ensemble. Il perd l'équilibre, la retrouve. Merci, le funambule étonné, surpris, il dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de me donner une bonne main d'applaudissement. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » L'enfant met la robe sur ses bottines, puis dit en marchant, j'ai rencontré le poète, la musicienne, la trotteuse, le solitaire, la shiver et le funambule, puis je réalise que je n'ai pas leur talent, puis l'enfant marche, allez, marche! Mais ça va faire. L'enfant marche tellement qu'il arrive à la fin de l'histoire. Puis il aperçoit monter dans son échelle avec ses pinceaux puis sa peinture, le peintre de la suite du monde, qui est en train de peindre la suite du conte. L'enfant s'arrête puis jette un coup d'œil sur l'œuvre du peintre. Le peintre, étonné, surpris, lui dit « Mais qui es-tu? Toi qui es en train de jeter un coup d'œil sur mon œuvre. » Et l'enfant répond « Moi, je suis un... » Après avoir jeté un coup d'œil, l'enfant vient pour mettre. C'est là qu'il se dit qu'il est pas mal tanné de marcher dans cette histoire-là. Il décide de faire le compte à l'envers pour retourner voir le recycleur. Attention, là, c'est un défi de dimanche après-midi. Sur sa route, il croise... Le peintre, le funambule, la trotteuse, le solitaire, la trotteuse, la musicienne et le poète, le recycleur. On y arrive au début du compte. Face à l'atelier au toit frisé avec la petite porte qui s'ouvre sur le monde. À l'intérieur, le recycleur, la tête dans sa boîte à talent perdu ou trouvé, l'entend pas arriver, puis l'enfant lui entend pas rire. Prend la boîte de métal, puis la lance sur l'épaule, réconfortant. Le recycleur lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? » L'enfant répond « Mais il n'y a absolument rien dans votre boîte. Elle est vide, vous m'avez raconté des histoires, puis j'aime pas ça, moi, les histoires. » Le recycleur lui demande « Mais qu'as-tu dit ou fait? Et qui t'a rencontré sur ta route? » Je l'ai pourtant dit au début du conte que les vrais talents, on ne les voit pas tout de suite. Il faut leur laisser le temps de s'épanouir pour bien les découvrir. L'enfant est allé fouiller dans sa mémoire comme dans un album de photos de voyage.
Il s'est rappelé que ce jour-là, pour la dernière fois, il a croisé le poète, la musicienne, la trotteuse, le solitaire, l'archiveur, le funambule et le peintre. Et qu'il a réalisé qu'ils n'avaient pas tout leur talent à eux. C'est là que le recycleur lui demande « Mais qu'as-tu dit ou fait aux gens que tu as rencontrés sur ta route? » L'enfant est allé fouiller dans sa mémoire et s'est rappelé que ce jour-là, il a prêté l'oreille au poème du poète, a donné 2 pas de danse à la musicienne, 2 minutes de son temps à la trotteuse, a fait un beau sourire au solitaire, une tape dans le dos de l'archiveur, une bonne main d'applaudissements au funambule et a jeté un coup d'œil sur l'œuvre du poète. C'est à ce moment précis de l'histoire que l'enfant réalise que s'il n'a pas tout leur talent à eux, mais qu'il a bel et bien le sien, celui d'être à l'écoute du monde qui l'entoure, et surtout de permettre aux autres de croire en leur propre talent. Le recycleur a pris sa boîte vide. L'enfant a pris son talent contre son cœur. Mi-chemin de la vie sous ses bottines ce jour-là, il s'est mis à marcher, en se disant au fin fond de lui-même qu'il ne sera plus jamais. Ça, c'est vous qui le dites. Très beau conte, François. Merci. Oui, c'est à toi que je parle, François. Merci, François. C'est vrai qu'on a tous des talents, même si on n'en est pas toujours conscient. C'est comme les traducteurs. Les traducteurs ont chacun leur talent aussi. Hein? Il y en a qui sont meilleurs dans le littéraire, d'autres dans le technique. Il y en a qui n'ont pas leur pareil pour bidouiller avec l'ordinateur, créer des macro-commandes sur Word. Il y en a qui sont bons pour parler avec des clients, d'autres qui sont moins bons. On a chacun nos talents. Je pense que c'est vrai que tout le monde a ses talents, sauf peut-être les clients. Non, c'est vrai, les clients... les méchants clients. Ils sont pas toujours dadons, les clients. Hein? Moi, j'ai un de mes collègues traducteurs qui disait, au fond, je pense que comme traducteur, on serait bien mieux s'il n'y avait pas de clients. Tu sais, les clients sont fatigants et ils nous disent toujours quoi mettre dans leur traduction. C'est comme s'ils savaient ce qu'il y avait dans ces textes-là. C'est fatigant. Puis quand nous autres, on sait qu'on ne sait pas quoi mettre, on leur pose une question. Qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent pas. Là, on les relance. Là, ils répondent pas. Là, on les relance, là, ils répondent. Mais ils n'avaient pas compris la question. Là, on les relance. Là, ils disent just translate as is. Non, sérieux, je pense que comme traducteur, si ça n'avait pas de client, on serait bien mieux. Non, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce que je viens de dire là. Ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, j'ai mentionné ça un petit peu hier dans l'atelier que j'animais. Ça m'est arrivé, moi, d'être le client d'un langagier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais je vous souhaite ça. Alors, on comprend beaucoup de choses quand on devient le client d'un langagier. J'ai raconté hier que depuis que je suis chez Edgar, depuis 5-6 ans, ça m'arrive de rédiger des choses qui sont ensuite traduites en anglais. Et là, je regarde la traduction, puis je me dis « Ah oui, j'avais dit ça, moi. Ah, c'est pas tout à fait ça, j'avais dit. » Mais je vais respecter toujours le professionnalisme du traducteur. Ce que je vais raconter aujourd'hui, hier, j'ai raconté une anecdote pour Edgar, mais aujourd'hui, je vais vous en raconter une autre. C'était ce que j'ai vécu quand j'ai envoyé mon manuscrit à l'éditeur. Mon manuscrit du dernier roman, mon premier roman et mon dernier, L'homme qui fuyait, qui est paru l'année dernière. Écrire un roman, c'est très, très long. Hein? Et une des choses qui me faisait hésiter tout le long que j'ai écrit le roman, moi, j'ai décidé d'écrire mon roman au passé simple. Bon, ça se fait plus tellement aujourd'hui. Les romans s'écrivent souvent au présent, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis un classique. Mon roman est un peu du 19e siècle, il faut que je m'assume. Mais tout le long que j'écrivais, je me disais, ouais, je ne sais pas ce que l'éditeur va penser de ça, écrire au passé simple. Puis c'est vraiment, puis sincèrement, il y a 300 pages de roman, il y a 50 chapitres, puis chaque fois, je me disais, je garde-tu le passé simple. Donc, c'était très conscient comme choix pour moi, mais je l'assumais, comme je vous disais. Et à un point tel que, vers la fin du roman, j'ai changé mes temps de verbe. L'avant-dernier chapitre devient au passé composé, puis le dernier chapitre est au présent. Et tout ça s'intègre dans le cheminement psychologique du personnage. Ça m'a tellement, préoccupé pendant tout le long que j'écrivais, que ça s'était intégré dans le cheminement psychologique de mon personnage. Puis à la fin, le temps de verbe se mêle un petit peu avec le cheminement du personnage.
Alors, j'envoie le manuscrit à l'éditeur. Et je ne sais pas si vous savez comment ça marche. Première relecture de l'éditeur, ça porte sur, pas tellement, c'est pas la correction linguistique encore, c'est le contenu, corriger les incohérences, commentaires sur l'intrigue, le récit, ces choses-là. Alors, il me retourne ça. Révision, retravaille sur le manuscrit, travail normal. Je retourne ça au client, pas au client, pardon, à l'éditeur. Et là, l'éditeur me raconte, l'éditrice, en fait, ma contact, me dit « Hey François, la réviseur qui va faire la correction linguistique est passée au bureau hier, était tellement contente de réviser le roman de François Lavallée. » Apparemment, c'est une traductrice. Je ne sais pas si elle est ici, là, parce que c'est pas quelqu'un qui... Je ne sais pas c'est qui, je ne connais pas son nom, rien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est ici, je ne sais pas. Alors, je dis, c'est bon, alors on a votre correction linguistique. Quelques semaines plus tard, normalement, écoutez, ça se fait sur Word, évidemment, donc l'éditrice aurait pu m'envoyer le fichier avec les corrections, comme elle avait fait pour la première fois. Elle m'envoie un courriel, pas de fichier joint, qui dit « François, la correction linguistique est terminée, ça s'est très bien passé. On a confié ça à quelqu'un qui est spécialiste des temps de verbe. Tu vas voir, elle a fait un beau travail. » Mais elle a déjà ça de parler au téléphone avant, par exemple. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en vacances à Cape Cod, dans un chalet, il n'y avait pas de téléphone, je n'avais pas mon cellulaire, j'étais aux États-Unis. Fait que là, je lui réponds « Je suis désolé, tu ne peux pas m'appeler, gars, c'est pas compliqué, envoie-moi le fichier, je verrai bien. » Elle m'envoie le fichier. Je commence à regarder ça. Et là, vous savez, je comprends que je ne suis pas parfait, mais en même temps, généralement, je choisis mes virgules, je choisis mes mots quand j'écris un texte. Et là, je commence à lire le manuscrit tel qu'il avait été révisé. Et je ne m'étais pas rendu compte que les 2 ou 3 premières pages étaient au passé composé. Puis après ça, on rentre vraiment dans le récit, ça passe au passé simple. Et là, la réviseur, à mon premier passé simple, a changé mon passé simple, non pas pour un présent, mais pour un passé composé. En écrivant comme commentaire, le temps du récit, le passé composé. Là, je regarde ça. Page 4, page 5, page 6, elle avait refait tout mon roman au passé composé. Effectivement, ça ressemble à la réaction que j'ai eue. En plus, je vous ai dit ce qu'elle ne savait pas. Elle l'aurait su, ça m'en avait parlé. Que j'avais pensé à mon temps de verbe tout le temps que j'avais écrit au point, etc., comme je vous avais dit tantôt. Puis là, non seulement, à la limite, j'aurais compris le changement au présent, mais au passé composé, ça marchait. Il y avait beaucoup de phrases, ça marchait carrément plus, ça ne fait plus le même effet du tout. Là, je me disais, comment je vais dire ça à l'éditrice? Finalement, je suis décidé sur ces 3-4 phrases, ça ne marchait vraiment pas. L'éditrice n'est pas du tout ostinée, elle s'attendait un petit peu à ça. Elle dit, pas grave, François, remets ça au passé simple, pas de problème, mais remets ça au passé simple. Ça m'a pris 2 jours de mes vacances juste remettre mon roman au passé simple. Mais je ne vous dis pas ça pour me plaindre, je vous dis ça parce qu'au moment où j'ai vu ça, le temps du récit et le passé composé, j'ai compris, je me suis dit, ça, c'est bien un langagier. Puis je les cueillais, les langagiers, j'en suis un. Hein? Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la réviseur qui a fait ça? C'était pas pour mal faire. En plus, elle était tellement contente de réviser un texte de François Lavallée. Je suis certain qu'elle était très mal à l'aise de faire ça. À mon avis, ce qui s'est passé dans sa tête, c'est une chose qu'on voit très souvent chez les langagiers. On a l'obsession de l'uniformité. Mais l'uniformité, ça devient une perversion des fois chez les traducteurs. Hein? Je suis certain qu'elle était mal à l'aise de voir un récit qui commençait au passé composé, qui continuait au passé simple, comme dans sa tête, ça ne se pouvait pas. Parce qu'on se fait apprendre, nous, on se fait dire qu'il faut être très uniforme. Je vous le dis en passant, et je l'avais vérifié avant, je l'ai vérifié après, il y a plein de romans, après tous les romans, jouent avec tous les temps de verbe. Il n'y a rien de plus naturel que de passer du présent au passé composé, au passé simple dans un récit. Si c'est bien fait, évidemment, il n'y a aucun problème à faire ça. Mais je me disais, pauvre réviseur, qui était mal à l'aise de laisser dans un même texte du passé composé, du passé simple, au point de changer les 295 pages suivantes. Alors qu'elle aurait pu peut-être... Elle avait 2 autres possibilités, en réalité. Puis ça, c'est un peu la leçon que je veux qu'on retire de tout ça. D'abord, premièrement, cessons d'être constipés. Encore une fois, je m'excuse auprès de la personne, c'est ici. Je sais que c'était bien intentionné. Je pense, Isabelle Colomba, hier, parlait du rapport affectif qu'on a des fois, les facteurs affectifs. Là. Je pense que la personne était sincèrement mal à l'aise de laisser une incohérence dans le roman, que c'était plus fort qu'elle. Donc, je pense qu'il faut apprendre à avoir un peu plus de souplesse. Et la deuxième chose qu'il faut apprendre là-dedans, ça serait quoi, à votre avis? Poser la question au client. Et là, il aurait suffi que cette personne-là m'appelle ou appelle l'éditeur après 3-4 pages, je peux dire, là, j'ai un problème, on peut-tu en parler? Puis là, je fais le lien avec ce que François disait tantôt, la connexion, la connectivité. C'est sûr que le network, hein, François, on a tout un network. Nous, tu peux dire réseau. Nous, les traducteurs, on a et un network et un réseau. Ça en fait 2, ça. C'est très intense. Vous êtes versatile? Notre réseau... Qu'est-ce que tu dis? Je pas entendu. Vous êtes versatile?
Notre réseau, les traducteurs, ben oui, comme François disait, c'est tous nos collègues, hein, puis ça peut se multiplier continuellement. Notre réseau, c'est nos collègues traducteurs, mais notre réseau, c'est aussi nos clients. Moi, je connais des traducteurs qui sont prêts à faire bien du ménage, bien du détour pour ne pas appeler un client, pour trouver une réponse sans avoir besoin de la poser au client, pour faire semblant qu'on sait tout, pour essayer de passer en douche d'un coup que le client ne se rendait pas compte ou qu'il va se rendre compte que je suis génial, que ma solution est bonne. Tout le temps qu'on perd, imaginez cette personne-là, tout le temps qu'elle a perdu. Écoutez, changez tous les temps de verbe d'un roman, là, entre nous, là. Tout le temps qu'elle a perdu, j'imagine qu'elle facturait l'éditeur à l'heure. OK, je ne vais pas facturer au mot. Alors, ça coûte cher. Si moi, j'avais dit à l'éditeur, j'accepte pas ça, je veux que ta réviseur remette tout ça au passé simple, ça aurait coûté encore des heures et des heures de travail. Là, c'est moi qui les ai payés parce que c'était la version finale du roman. Je voulais quand même être sûr que tout était à mon goût. Mais imaginez le temps perdu, l'argent perdu, juste parce que la personne a eu peur du dialogue. Moi, je crois que c'est ça qui s'est passé. Elle n'a pas osé, elle n'a peut-être même pas pensé, mais en tout cas. Imaginez tout ce qui aurait pu être évité. Puis je peux vous dire, quand j'ai vu ça, je me dis c'est vraiment typique la réaction d'un engagé. On va travailler chacun dans notre coin. Alors, je pense que le principal message que j'ai là-dessus, au-delà de l'anecdote personnelle de mon roman, c'est vraiment que je veux compléter ce que François a dit. Notre réseau, c'est tous nos collègues traducteurs qu'on peut continuer à grandir, mais notre réseau, c'est aussi nos clients. C'est important. Je reviens à ce qu'Isabelle Colomba disait hier aussi, le dialogue, la négociation. Le mot négociation, je ne l'aime pas tellement. Disons plutôt dialogue avec le client. C'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on apprend aussi. J'ai rarement vu un traducteur qui recevait un texte révisé par un client puis qui a dit « Ah, c'est intéressant, les choses intéressantes à apprendre pour moi là-dedans. » C'est jamais ça. C'est le client, il ne sait rien, il a mis des fautes, il a mis des anglicismes. Quand un client vous retourne des commentaires sur une traduction ou une version révisée de votre traduction, votre premier réflexe doit être « Ah, c'est intéressant, j'ai le privilège de savoir comment mon client dit les choses. » Il ne s'agit pas de tout prendre pour argent comptant, évidemment, mais c'est un privilège qu'on a, plutôt que toujours mettre nos mots dans sa bouche. N'oubliez pas que c'est ses mots à lui, c'est ses propos à lui que vous traduisez. Alors, c'est très, très important de prendre ce réflexe-là, de dialoguer avec le client, de communiquer avec le client. Sinon, on va mériter la réputation qu'on a d'être des travailleurs solitaires. C'est là, hein? Je suis versatile. Ça, c'était semi-poli. Raconter des contes. Elle est toute seule dans son coin. Il a l'air bien quand même. Assis au beau milieu d'un champ. Il est là à regarder l'horizon. C'est un rêveur de réalité, un contemplateur de beauté qui admire le silence. Propriétaire d'une vaste terre, il en a fait un dépotoir à bruit. Sous la terre et les bruits sauvages, il enterre les pires bruits. Ceux qui nous crèvent les tympans nous font sursauter et grincer des dents. Mode d'emploi pour cultiver le silence. Apporte dans le creux de ton oreille le bruit dérangeant. Une fois sur place, choisis un endroit libre. Creuse un trou de la largeur de ton oreille et aussi profond que l'importance du bruit. Secoue ta tête 3 fois, le bruit tombera. Replace la terre et respire 3 fois. En partant, pour éviter toute propagation ou contamination extérieure, nettoie tes oreilles en enlevant la cire et dépose-la dans une petite boîte de métal pour l'incinération. Le bruit laissé en terre meurt par étouffement. Pff! Il fait place au silence avec le temps qui passe et fait place à une petite fleur sauvage appelée pensée. Les gens de partout font la file au bout du dépotoir à bruit avec dans l'oreille leur bruit hurlant. La rumeur, elle prend l'autobus puis débarque en ville. Puis la ville étire les plans d'autoroute, les plans d'aéroport pour accueillir des gens du monde entier qui souhaitent la paix du silence. Mais le solitaire, lui, n'a pas envie de voir mourir sa vie. Il se souvient du temps où il pouvait admirer ses douces pensées sauvages, observer le soleil qui réfléchissait malgré lui, puis sentir la caresse de la brise qui donne des bises en faire perdre les pétales. Assis au beau milieu de son champ, il est là, à regarder l'horizon. Son bonheur est maintenant ailleurs. C'est ce qu'il comprend. Un beau matin, il décide de partir. Il laisse derrière lui un champ regorgeant de pensées sauvages.
Des milliers de gens soulagés, puis un petit kiosque en bois de grange comme celui des vendeurs de fraises. Avec un ami, un épouvantail, assis dans une chaise trop longue comme la liste des patients heureux. Un épouvantail avec sur la tête un chapeau de pensée stressé, qui tient dans une main un tout petit écriteau, sur lequel on peut lire « Dépotoir à bruit, bienvenue. Cueillez vous-même vos pensées, laissez vos bruits et ramassez vos cochonneries. Nota bene, charlatans de la parole et gourous de toutes sortes, vous abstenir. Signé la direction. » C'est un peu triste, ton compte. On a parlé de réseau tantôt, puis là, tu nous parles de solitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ça être seul? Pourtant, nos emplois nous forcent souvent à être seuls. Est-ce que vous connaissez M. Abraham Maslow? Maslow, il a fait une pyramide qui dit ça commence par les besoins de base, dont le Wi-Fi. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, pour ne pas avoir trop peur. Ensuite, il y a les besoins d'appartenance, besoin d'estime, besoin de réalisation. Les besoins d'appartenance, ça fait partie de la gang. C'est un peu pour ça qu'on accepte de passer une fin de semaine à un congrès. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis je disais, oui, je vais donner... on finit le congrès, c'est un dimanche. Ils travaillent la fin de semaine. Ils n'iront pas au show, ils vont partir avant. Ben là, je dis, ils sont au congrès, ils vont le faire jusqu'à la fin, le congrès. Ben là, la fin de semaine, non, mais je dis, tu comprends pas. Ils aiment ça être ensemble, on apprend ensemble, on partage. Il y a un gars, à un moment donné, qui a dit que, il s'appelle Charles Jennings, il dit, la façon d'apprendre, c'est 10, 20, 70. Je dis, ah ouais! Il dit, 10 % c'est l'apprentissage formel. 20 % c'est ce qu'on partage avec les collègues, qu'on confirme ce qu'on a compris. Puis 70 % c'est sa job. Ça se traduit-tu, ça? Sa job? It, emploi? Je pense que ça marche. Mais c'est intéressant ce qu'il disait. Il disait, on apprend plus avec nos collègues à discuter en essayant de comprendre que ce qu'on apprend dans un livre ou en classe. Fait que le concept d'appartenance, on va à un congrès pour être ensemble, pour découvrir de nouvelles personnes. Tantôt, je vous demandais de compter qui vous connaissez. Bon, peut-être que vous n'en connaissez pas autant que vous pensez, mais vous avez rencontré des gens riches en connaissances et en expérience. Alors, le concept d'appartenance est super important. Puis à l'opposé de ça, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de se battre pour dire que malgré notre nom commun, j'aurais vraiment aimé mieux avoir un chiffre, finalement. Hey, 1, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, 2. Ben, c'était drôle quand même sur Skype. Qu'est-ce que t'en penses, François? Puis les deux répondent. T'sais. Non, je voulais dire François Lavallée. Oui, c'est ça, ça aide beaucoup. Mais sérieusement, on a essayé de se battre dans nos points communs, puis dans nos points uniques, puis là, on a tous une job qui s'appelle traducteur, on a tous des points communs, puis en même temps, on aime ça se distinguer, puis dire non, moi, j'ai vraiment quelque chose de spécial, là. Mais on ne veut pas être trop unique pour plus faire partie de la gang, c'est pas le fun, là. Tu vois, oui, mais lui, tu sais, ou elle. Ah. Tu as-tu vu sa blouse à pois? Ah, elle a tout le temps de blouse à pois. Puis lui, ses pantalons sont tout le temps trop courts. Oui, mais c'est comme ça qu'il se distingue. Ah non, ah non, ah non. Fait que c'est important de comprendre que, oui, on veut faire partie de la gang, mais si on regarde la pyramide de Maslow, au-dessus de la gang, il y a soi. Fait que c'est correct de prendre position puis de dire à un pseudo-écrivain, non, je le mets tout au passé simple, ton texte. Non, il faut se distinguer. Mais moi, je vois l'unicité, dans le fond, comme je cherche mon accessoire ici, comme une écharde. Avez-vous déjà eu ça, une écharde dans un doigt? Levez la main, là, juste pour que je vous voie, là. OK, levez la main si vous en avez déjà eu dans un pied aussi. OK.
il arrive un temps dans la vie où l'écharde, on la ressent plus qu'on la voit. C'est parce que tu t'approches, il me semble que j'ai quelque chose, mais là, comme tu ne vois plus rien à cette distance-là, fait que tu t'éloignes, puis elle est trop petite pour la voir, fait que tu la vois jamais finalement. C'est à ce moment-là que tu utilises le réseau. Tu te dis, chérie, tu peux-tu m'enlever ça? mais on la sent, hein? Vous rappelez-vous de la douleur d'une écharde, surtout les petites en métal. Puis là, tu es là, tu dis, ah! Là, tu n'oses même pas peser dessus pour qu'elle sorte. Tu dis, non, ça a l'air, ça sort tout seul, cette affaire-là. Erreur. Y en a-tu qui ont déjà attendu qu'elle sorte tout seul? Là, tu attends une journée. Après 2 jours, tu as l'impression d'avoir un doigt de plus dans la main. Tu sais, c'est gros, ça enfle, c'est chaud, ça coule. Mais dans le fond, au-delà de notre sentiment d'appartenance, il y a notre sentiment, notre estime de soi, notre valorisation. Puis je représenterais ça par, vous voyez, tout ça, c'est un bâton de popsicle. C'est insignifiant comme morceau de bois. Imaginez que ça, c'est votre unicité, puis vous décidez, pour faire partie de la gang, d'essayer de l'étouffer. Puis vous jetez ça dans un sac, puis vous vous assurez que le sac est bien fermé. Puis pendant des années, vous négligez votre unicité. Puis à un moment donné, tôt ou tard, ça sort, cette affaire-là. Puis quand c'est sorti, il n'est pas question de le remettre dans le sac. Fait que c'est important quand on travaille dans quelque domaine que ce soit, de développer cette dualité-là, de dire oui, je suis unique, oui, je fais partie de la gang, mais de jamais réprimer ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire nous-mêmes, même avec un nom commun. On est unique. Puis il faut être fier de ça. Il faut avoir le front de nos convictions. Il faut être capable de dire, comme François, lui, là, je vais le spécifier, disait à nos clients, des fois, j'ai quelque chose à te dire, on peut-tu jaser? Vous êtes des professionnels, vous avez quelque chose d'extraordinaire, puis c'est juste vous qui avez ça. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Encore.